Alors, je vais m'appuyer sur un texte, ça sera ma partition, alors, quand même en essayant d'improviser entre les lignes. Et bon, ça se passe bien, il y a de la musique. Et en guise d'introduction, comme le disait notre ami chef d'orchestre, j'ai plutôt l'impression d'être un chœur amateur devant un orchestre professionnel. On va mise en musique. Bien, alors moi j'ai choisi la régulation du désir dans les organisations. Et donc on est sur le thème 9 de la tour de Babel. Alors, mon métier de sociologue m'a amené à aller à l'intérieur des organisations, des entreprises, des institutions, des hôpitaux aussi, et de voir un peu comment. J'ai toujours été curieux de voir comment ça fonctionne, comment sont les relations, quel est l'écart qu'il y a entre comment ça devrait fonctionner et comment ça fonctionne. Alors dans la presse, on appelle les thèmes que l'on ressort régulièrement, car ils garantissent un grand tirage, alors qu'ils sont relativement classiques et usés, des marronniers. Et le management aussi, c'est marronnier, comme la résistance au changement ou la mobilisation des énergies. Il faut mobiliser les énergies. Alors pourquoi vient-il toujours se glisser un écart, vous avez peut-être remarqué, entre le prévu et le réalisé, quand on dirige, quand on manage, il y a toujours un écart entre le prévu et le réalisé. Et pourquoi la coopération, cette fluidité transversale, est si difficile à obtenir? Eh bien, en 30 minutes, vous allez savoir pourquoi. Non, vous en avez, j'imagine, une idée. Puis, savoir pourquoi, c'est pas très important, c'est savoir faire ce qu'on veut faire différemment. Alors, il paraît qu'en alignant des marronniers le long d'une voie, on peut dégager de belles perspectives. Eh bien, mettons-nous au travail. Alors, je vous propose, dans un premier temps, de poser un cadre. J'ai compris aussi qu'il fallait poser un cadre de ce que nous a dit notre ami chef d'orchestre. Et puis d'analyser quelques éléments de la régulation dans les organisations. Alors, le cadre. Alors, moi, je démarre par le réel, l'imaginaire et le symbolique. Alors, on utilise tous des référentiels pour explorer nos questions dans nos organisations. Et dans tout ce qui suit, je me place dans un espace qui est défini par le triptyque, le réel, le symbolique et l'imaginaire. C'est un choix qui me paraît très, très fructueux, porteur de bonnes récoltes. Alors, l'infrastructure de tout collectif humain n'est ni psychique, ni technique, ni éthique, ni sociologique, ni managériale, mais symbolique. Alors, je crois qu'il y a des linguistes dans la salle, donc ils diront ça beaucoup mieux que moi, mais bon, je m'engouffre quand même dans cette opportunité. C'est l'ordre symbolique qui, comme le langage, code la réalité, comme les règles de parenté qui structurent les rapports entre individus. Je souris. On appelle parfois ces systèmes de représentation la culture. Et j'en appelle un de mes maîtres, donc Lévi-Strauss. Les symboles sont plus réels que ce qu'ils symbolisent. Le signifiant précède et détermine le signifié. Le langage n'a pu naître que d'un seul coup. L'univers, d'un seul coup, est devenu significatif. Puis l'humanité a passé des millénaires à apprendre quels symboles déterminés du plan représentaient les différents aspects du domaine. Le décor est ainsi planté. Mais pour qu'advienne un sujet, un individu, sujet, il faut de l'unique dans cette structure, il faut du réflexif, et c'est là qu'entre en jeu l'imaginaire, ces grands écrans de nos projections qui donnent en retour au moi son enveloppe. Et enfin, il y a le réel, c'est-à-dire le reste. Continuons pour faire le lien avec l'organisation. Je vous propose 3 points de fuite qui aideront à nous repérer dans cette vaste problématique. Premièrement, je reprends mon titre, la régulation du désir dans les organisations. Premièrement, par désirer, on entend, si on reprend la racine latine, regretter l'absence de. Donc le désir pointe vers l'idée d'un manque. Je ne vous apprends rien. Deuxièmement, il est important d'introduire cette notion du désir narcissique de toute puissance et de la concurrence des désirs. Alors pour ça, un passage par les frères Karamazov me semble indispensable. En tout cas, c'est ce qui m'est tombé sous le nez. Et je cite Dostoïevski. Donc, vous avez des désirs, alors satisfaites-les. Donc, c'est un des personnages qui parle. Car vous avez les mêmes droits que les riches et les puissants. Ne soyez pas effrayés de satisfaire et même de multiplier vos désirs. Voilà ce que dit la doctrine moderne du monde.
Voilà en quoi il voit la liberté, et que découle-t-il de cette multiplication des désirs? Pour le riche, l'isolement et le suicide spirituel, c'est dans le texte. Pour le pauvre, l'envie et le meurtre. Parce qu'on leur a donné des droits, mais on ne leur a pas montré les moyens de satisfaire ces désirs. Fin de citation. Alors, comme nous le voyons, les désirs sont attisés par la concurrence. Ce qui est largement développé chez un certain René Girard, avec la notion de désir mimétique, ou chez Lacan, avec l'idée de « je désire ce que l'autre a », c'est-à-dire fondamentalement « je désire être reconnu par l'autre ». Et on peut reformuler la question du marronnier en ces termes, comment réguler des désirs qui sont d'emblée en concurrence? Troisièmement, pour rentrer encore plus dans l'organisation, donc tout le monde a des désirs dans les organisations, hospitalières ou non, mais on parlera plus de motivation. Alors la question pour l'entreprise ou l'institution, c'est, comme je le disais au départ, comment faire converger les intérêts individuels. Le rassemblement des énergies vers un bien commun est un vrai casse-tête pour le responsable, il me semble. C'est un exercice que Alors je vous propose un exercice réalisé souvent en entreprise et qui nous rappelle à chaque fois que ce qui compte pour chacun, c'est d'être reconnu par l'autre. Grande découverte, par sa hiérarchie. Donc il y a beaucoup de dirigeants dans la salle, vous comptez beaucoup. L'exercice est tiré des approches d'un certain Herzberg. Alors je pourrais le faire avec vous. Alors, vous prenez une feuille blanche, vous la séparez en deux, d'un trait vertical, c'est pas trop difficile. Colonne de droite, vous inscrivez les souvenirs récents, professionnels, associés à un sentiment de réussite. Dans la colonne de gauche, vous listez les événements récents marqués par un échec. Bon, il n'y a pas de coloration politique là-dedans. Et qu'est-ce qu'on voit se dessiner? À droite, je vais dans la colonne de droite, les phrases commencent par des jeux. C'est pas toujours jeu directement, mais parce qu'on reste modeste. Mais enfin, on sent bien que dessous, il y a un jeu. Les succès, c'est là où je me suis distingué. À gauche, les échecs sont généralement reportés sur le contexte et sur les contraintes. Dans la colonne de gauche, c'est j'y suis pas arrivé à cause du gland, du pont, etc. Le système informatique qui marchait pas. La soif d'être reconnu dans les organisations, sans doute parce qu'on craint d'être noyé dans la masse, est inextinguible. D'ailleurs, si vous reprenez les économies d'énergie dont on parlait ce matin, pourquoi les économies d'énergie et les déchets, ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas un lieu où vous êtes visible. C'est toujours le pompier qui est adoré de tout le monde et pas simplement de ses dames. C'est celui qui va sauver. Alors, la prévention, c'est pas très... on n'est pas starisé en faisant du préventif. Alors, je reprends... Ah oui, alors, quel autre intéressant? Donc, je reprends Freud sur ces questions du passage au... Comment on va se faire fonctionner un groupe? Il se réfère à la parabole d'un certain Schopenhauer sur les porcs-épics, pour souligner l'ambivalence des sentiments humains. Par un froid jour d'hiver, il ne fait pas trop froid dehors, des porcs-épics en compagnie se serraient très près les uns des autres pour éviter, grâce à leur chaleur réciproque, de mourir de froid. Bientôt, cependant, ils sentirent leur piquant réciproque, ce qui de nouveau les éloigna des uns des autres, si bien qu'ils furent ballottés entre les deux souffrances, jusqu'à ce qu'ils aient finalement trouvé une distance moyenne leur permettant de tenir au mieux. Les porcs-épics ont trouvé une solution. Comment ça se passe dans les organisations? Alors, la clé, renoncer à une partie de son désir. Oui, il y a une partie qui passe par là. Alors, pour que l'organisation fonctionne, il faut que quelque part, chacun renonce à une partie de son désir. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est des fondamentaux comme ça qui sont partagés. Évidemment, ça l'a fait un peu mal de renoncer à une partie de son désir. Et alors, qui est le garant du respect de cet engagement? C'est le chef. Le responsable dont la fonction serait ainsi de barrer le désir du collaborateur. Donc, dur d'être manager et de motiver ses équipes dans ces conditions. Faut-il rappeler que, depuis la nuit des temps, peut-être même avant, le renoncement à une partie de son désir à la condition de toute organisation a commencé par la fameuse prohibition de l'inceste. Je reprends notre ami Claude Lévi-Strauss, qui disait que pour emprunter une expression familière à la réglementation moderne, mais en quelque sorte éternelle, le produit rarifié, la prohibition de l'inceste a d'abord logiquement pour but de geler les femmes, désolé pour l'expression un peu cavalière,
au sein de la famille, afin que la répartition des femmes ou la compétition pour les femmes se fasse dans le groupe, sous le contrôle du groupe, et non sous régime privé. Tout ça est fort logique, n'est-ce pas? Bref, un seul n'a pas tout, tout le monde a quelque chose. Nous sommes dans l'économie de l'échange. Alors, pour atténuer ce qu'il y aurait de trop mécanique dans la formule de Lévi-Strauss, on peut remarquer que traditionnellement, la femme change de nom en se mariant, ce qui correspond peut-être à une manière aussi de se libérer activement du lien paternel. Alors, l'ambiguïté dans les organisations. On ne peut qu'être frappé par l'ambiguïté du discours de l'organisation qui demande au manager de motiver ses collaborateurs, alors que sa fonction première est de limiter leur désir de toute puissance. Les programmes de motivation viendraient a posteriori pour compenser et réparer les excès d'une frustration initiale? Point d'interrogation. L'intégration des forces collectives passe toujours par un individu, un manager. Pour Michel Crozier, le manager qui veut pleinement exercer sa fonction intégratrice, de rationalités différentes, doit savoir écouter ses collaborateurs sans répondre. Ça m'avait beaucoup frappé, ça. Il dit toujours, mais non, surtout ne répondez pas aux